Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter mon association qui s'appelle Enfance Télé Danger, point d'interrogation. Elle est née en 1994 à la suite d'un meurtre d'un enfant de 5 ans par deux enfants de 5 ans qui avaient vu la même scène télévisée la veille. C'était en Norvège, on en a très peu parlé, mais moi ça m'a complètement déclenchée. Elle s'appelle maintenant Enfance Télé Danger, point d'interrogation. Elle s'appelait à l'époque Enfance en danger, non violence à la télé. Donc vous voyez là la première conférence en décembre 1994. Et puis j'ai eu l'honneur d'être invitée au Sénat en mars 2016. Et là j'ai pu développer l'idée, la demande d'une signalétique. Une signalétique qui serait compréhensible par tous, qui serait permanente sur tous les écrans et qui avertirait parents et enfants de la présence éventuelle de violence. Cette signalétique aurait été indicative et elle aurait pu comme ça expliquer aux parents quelles émissions étaient pour les enfants, pour les plus jeunes, pour les adultes ou strictement réservées aux adultes. Eh bien la signalétique, elle est apparue dans le courant de l'année 96, c'est le CSA qui l'a mise en place et vous vous en souvenez peut-être, il y avait un rond vert, un triangle orange, un carré rouge et une croix violette. Et le rond vert, en fait, sa définition, c'était accord parental souhaitable. Le triangle orange, c'était accord parental indispensable. Personne n'y comprenait rien. Et ce rond vert, il indiquait déjà qu'il y avait des scènes choquantes. Donc nous nous sommes battus et à travers une résolution collective qui a recueilli un nombre impressionnant de signatures, nous avons réussi à ce que ce rond vert devienne bleu. Ensuite, nous avons créé des affiches, des plaquettes pour expliquer mieux ce rond vert aux enfants. En 1998, nous avons lancé un manifeste pour l'enfance qui réclamait toujours une amélioration de cette signalétique, surtout que ce rond vert, que nous avons réussi à faire devenir bleu, n'était pas permanent à l'écran. Il disparaissait après quelques secondes, donc il ne protégeait pas la petite enfance. Nous avons eu donc 135 000 signatures pour diverses choses. Et j'ai eu l'honneur en décembre 2002 de recevoir le deuxième prix contre la violence, peut-être grâce à cette initiative. Ensuite, le 12 décembre, c'était une année importante, c'était le rapport de Blandine Krigel qui avait été commandé par Jacques Chirac à l'époque sur l'impact des violences sur le comportement des enfants. Et à cette occasion, j'étais invitée et Blandine Krigel a proposé là une signalétique chiffrée que vous connaissez maintenant. En 2009, le CSA a lancé une campagne pour déconseiller la télévision aux moins de 3 ans. Le 12 décembre 2012, on est souvent sur des 12, Enfance Télé Danger a réussi, après des années de bataille, à ce que ce moins 10 devienne permanent. Voilà, et vous avez en bas le texte officiel du CSA qui l'annonce. La semaine sans télé. Oui, parce que Enfance Télé Danger, en fait, a 3 fleurons, la signalétique, la semaine sans télé, et à la fin, vous verrez les 7 trucs chouettes pour gérer la télé avec astuce. Cette semaine sans télé, elle est née en 1996, en fait. On avait lancé une initiative de boycott des violences. C'était dimanche, on débranche les violences. Et puis en 1997, c'est devenu la semaine sans télé, qui a été déclinée jusqu'en 2008. Et cette semaine sans télé, pour ne pas priver, enfin, il faut bien entendre que la semaine sans télé, ça n'est pas une privation, ça n'est pas une frustration, mais c'est au contraire une redécouverte de faire autre chose, de retrouver du moment de convivialité, de partage et de créativité. Donc on avait prévu déjà un programme de substitution à l'époque. Et puis en 2009, on a lancé le défi des 10 jours sans écran, là en allant dans les classes. Moi je suis de Wimereux, dans le Pas-de-Calais, et ce sont toutes les 3 écoles de Wimereux qui se lançaient dans ce défi avec tous les instituts qui étaient partants pour ce défi, parce que ce défi, vous allez le voir, il a besoin bien sûr des enfants, mais il a aussi et surtout besoin des parents, des frères et sœurs qui accompagnent ces enfants, parce que ce défi il est extrêmement difficile, et puis il a besoin des enseignants qui y croient et qui accompagnent les enfants.
Alors voilà l'affiche de notre défi 2007. Vous voyez le programme de substitution qui est présenté en dessous est tout à fait simple, c'est-à-dire qu'on retrouve une soirée jeux de société, une soirée où on fait des gâteaux, une soirée où on fait de la menuiserie, où on regarde des photos, où on fait des tas de choses qui sont toutes simples, qui ne coûtent rien, que l'on peut renouveler, qui sont donc durables et qui sont toujours dans un esprit convivial et participatif. Alors, pourquoi j'en arrive à ce défi? Puisque Madame Recher vous a proposé cette idée. Un défi, d'abord, les enfants aiment les défis. Les enfants aiment les défis parce que ça les fait grandir, et que ça leur donne de la fierté, que ça leur donne de l'estime de soi. Et quand je passe dans les classes, je dis aux enfants, vous savez, parce que vous allez pointer tous les jours, si vous ne regardez pas d'écran, vous aurez 2 points. Si vous regardez moins que d'habitude, vous aurez 1 point. Si vous ne faites pas d'effort, vous aurez 0. Eh bien, ne trichez pas, parce que vous n'allez rien gagner. Vous allez seulement gagner de l'estime et de la confiance en vous. Et je vous garantis qu'à Wimereux, quand on ramasse les bilans, les enfants ont les yeux qui brillent. Parce qu'effectivement, ils ont fait quelque chose de très, très difficile. Et je vois aussi des enfants qui me disent, penauds, « Ah, mais ma mère, elle n'a pas voulu. » Et ces enfants-là, en fait, sont bien malheureux de ne pas avoir pu réussir ce défi. Voilà, donc je vous ai parlé du défi très rapidement. Comme Madame Recher, je vais préciser que notre association, qui a ce nom un petit peu barbare, Enfance, télé, danger, point d'interrogation, on pose donc la question, n'est pas contre la télévision, elle n'est pas contre les écrans, mais elle est contre 3 risques majeurs qui sont la surconsommation, la consommation trop précoce et les contenus inappropriés. Et si vous devez retenir 2 mots de cette soirée, c'est le mot limite, limite dans le temps, et contrôle du contenu. Et bien maintenant, je vais passer la parole à Madame Elsa Jordan. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup à Madame Recher de nous avoir invités, ainsi qu'à l'appel qui, les premiers m'ont invité aussi à la réunion. C'est comme ça que la connexion s'est faite. Merci à toute personne qui a permis ce défi. Sous vos yeux, je vais faire 2 choses en même temps. Je vais y arriver, parce qu'on a un ordinateur pour 2, donc je cherche mon PowerPoint à moi, voilà, c'est le direct. Alors, donc moi je vais me présenter succinctement. Donc je suis orthophoniste d'ailleurs ici à Villemomble et en Seine-Saint-Denis depuis 23 ans. Qu'est-ce que je fais ici finalement? Parce que vous savez bien que je ne manque pas de travail. J'ai entre 1 et 2 ans de liste d'attente à mon cabinet. C'est le cas d'à peu près toutes mes collègues dans le coin. Nous voyons une accélération de la demande qui est exponentielle et qui est absolument jamais vue. Or, ça questionne parce que moi je dépends du ministère de la Santé. Quand on vient chez moi, on est dans le soin. Nous sommes un certain nombre d'orthophonistes à être formés, ce qu'on appelle en logico-mathématiques, donc ce qui est mon cas, par une formation professionnelle continue qui s'appelle COGIACT et qui fait que, en fait, depuis une quinzaine d'années, moi je m'intéresse vraiment particulièrement à comment les enfants se construisent, comment est-ce qu'ils construisent leur pensée, parce que sans pensée, il n'y a pas de langage, sans langage, il n'y a pas d'apprentissage. Or, les signaux d'appel qui font venir chez l'orthophoniste sont essentiellement l'enfant ne parle pas, l'enfant parle mal, il n'entre pas dans les apprentissages. Il y a un problème depuis des années, c'est que nous avons la conviction qu'arrivent à nous des enfants qui étaient équipés au départ, qui avaient tout ce qu'il fallait, et chez qui quelque chose ne se fait pas qui les conduit ici. Donc, évidemment, quand je dis ça, je dis bien, il y a toujours et il y aura toujours une partie de la population qui présentera des difficultés. C'est bien pour ça que mon métier existait au départ, depuis les années 60. Il y aura toujours une partie de la population qui sera dyslexique, il y aura toujours une partie d'enfants qui naîtront avec des syndromes ou des handicaps. Voilà. Moi, mon métier, celui que j'ai appris à l'école, c'est ça. Seulement maintenant, nous voyons arriver des tableaux d'enfants qui présentent des troubles globaux et massifs, c'est-à-dire même des additions de troubles 10
donc dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, plein de choses. Et là, je crois que quand il y a un surajout comme ça doit nous questionner. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que dans le monde, tout existe. Ce qui nous interpelle, et je ne suis pas la seule, c'est comme ces enfants se ressemblent, et comme les tableaux sont comme un petit peu une nouvelle pathologie qu'on recevrait, vous voyez, et qui du coup se retrouvent dans le soin. Donc, alors, avec 2 collègues, avec ce regard, avec ces interrogations, parce que on n'a pas la science infuse, on regarde, on se questionne, on rencontre d'autres professionnels, etc. Enfin, on a fondé d'abord Je vous pense pas, qui était un groupe de réflexion. Et puis, devant le nombre de demandes qu'on a, devant les gens qui nous rejoignent, les orthophonistes qui sont venus vers nous en disant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire pour donc, qu'est-ce qui nous fait sortir de nos cabinets? C'est le souci de prévention. Donc, majoritairement sur la tranche d'âge 0-3 ans, ça c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, mais c'est aussi l'information dont, à mon avis, les parents manquent cruellement. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait sortir de mon cabinet, c'est que je travaille avec des gens qui sont dans une souffrance, parce qu'une fois que les troubles sont là, ben ils sont là, on travaille avec, on fait ce qu'on peut. Et ces gens-là me disent oh, « mais si j'avais su tout ça, mais si j'avais su, mais j'aurais fait autrement. » Voyez? Et des fois, c'est des petites choses, mais qui prennent une importance parce qu'on est tous pris dans une vie compliquée, particulièrement ici en région parisienne. Le temps, la question du temps est cruciale dans l'éducation des enfants. Donc voilà, en 2 mots, enfin en plusieurs mots, mais les orthophonistes parlent beaucoup. Pourquoi nous avons créé Je vous pense parle, qui est devenue une association. Je vous pense parle, donc nous, en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas les écrans au départ. Moi, je me suis pas levée un jour en disant tiens, je vais aller parler des écrans, des problèmes que ça représente. Pas du tout. Nous, on est sur ce qui construit l'enfant. Qu'est-ce qui construit l'enfant? Son jeu, son exploration, son jeu libre. Un jeu, surtout dans les jeunes années, un jeu qui n'est pas là, vendu et proposé avec des promesses de performance. Il va apprendre les couleurs, il va apprendre les formes, il va apprendre les lettres, il va apprendre l'anglais. Il faut faire attention à ça. Donc nous, c'est ça qu'on vient dire, parce qu'il y a très très peu d'informations. Moi, je suis parent aussi, donc je m'inclus dans les difficultés qu'on a avec ces technologies, voyez, dans tout ça, je vois bien. Et je vois bien qu'on a peu d'informations. Donc voilà, alors pourquoi on a créé Je vous pense pas en 2 mots. Et puis, donc ça c'est l'association Je vous pense pas, qui devient une association. Et puis donc je fais partie des 11 professionnels qui avons au départ écrit cette fameuse tribune dans le Monde, qui est parue le 30 mai 2017 et que nous avons appelée « La surexposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu majeur de santé publique ». Qui a écrit cette tribune? Des médecins, donc Anne-Lise Ducanda, que vous avez peut-être vu puisque sa vidéo a fait un buzz pas possible sur les réseaux sociaux. Elle parle si on parle d'un éventail de troubles, eh bien elle parle des plus graves, c'est-à-dire des troubles qui peuvent ressembler à l'autisme. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, le lien manquant, c'est que moi, ça fait 15 ans que chaque patient que je reçois, chaque famille, il y a même des personnes ici qui peuvent en témoigner, je pose dans chacun de mes bilans d'orthophonie ces 2 questions, les habitudes d'écran, les temps d'écran, sachant qu'on parle dans la petite enfance d'écran actif et d'écran passif, je vous expliquerai pourquoi ça a son importance. Donc je pose ces questions, évidemment pas pour dire les écrans c'est pas bien, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que fait l'enfant pour se construire. Or, qu'est-ce qui empêche majoritairement l'enfant d'avoir du temps libre, du temps de jeu, etc. C'est quand même ça. Et on va voir ensemble pourquoi ça empêche l'enfant. Et pourquoi c'est un problème que ça occupe trop de temps et que ça devienne une stimulation principale de l'enfant. C'est ça la question. Donc j'étais en train de dire, donc nous sommes un certain nombre de professionnels, quels que soient, j'insiste bien, quels que soient les milieux socio-professionnels avec lesquels nous travaillons,
quel que soit l'endroit de la France dans lequel nous travaillons. Nous avons des collègues d'outre-mer qui nous appellent, nous avons des collègues de l'étranger, on a été invités à un colloque en Roumanie, nous sommes en lien avec des chercheurs aux États-Unis. C'est un constat mondial. Parce que j'aime bien illustrer mes propos pour arriver jusqu'au langage, parce que finalement, 3 ans, c'est l'âge où on entre à l'école, on est censé parler. Nous recevons de plus en plus d'enfants qui, à 4 ans, sont sans langage. Alors, je vais vous faire mon moment de démonstration scientifique. Alors, quand un enfant se promène dans sa maison ou quand on a un bébé, il tombe sur ce genre d'objet. Hein? Est-ce qu'on pourrait écrire là-dessus que c'est un jeu éducatif? Est-ce que ce serait vendu comme ça? Ça pourrait, moi, je pense. Hein. Quand un bébé de 6 mois a cet objet, comment le voit-il? Là, on va se mettre un petit peu à la place d'un jeune enfant. Qu'est-ce qu'il fait avec ça, un bébé de 6 mois? Dans la bouche, hyper important toute cette période dans la bouche. Voilà pourquoi, par exemple, de 0 à 3 ans, c'est déconseillé les écrans. Nous n'avons jamais vu autant d'enfants qui ont des troubles qui s'appellent de l'oralité, des enfants qui bavent et des enfants qui ont des difficultés alimentaires. Parce que si vous prenez tous vos repas devant l'écran, vous êtes complètement détourné de vos sensations internes. Donc, on retient que mettre à la bouche, c'est très important. La langue, la bouche, c'est ce qu'on appellerait le premier tapis d'éveil de l'enfant. Ça, c'est de l'interaction. Parce que l'enfant, petit à petit, il construit quelque chose. Hein, et si on ne se sert pas de tous ces capteurs qu'on a dans la bouche, on ne peut pas développer une bouche qui pourra parler, manger, mâcher, malaxer, etc. Donc, dans la bouche, allez, on va aller vite parce que je n'ai pas trop de temps. 9 mois, que fait l'enfant? Non, 7 mois, 7-8 mois, que fait l'enfant avec ça, dans sa chaise haute, pendant que vous êtes à côté? Il tape. Je ne vais pas le faire parce que ça va faire du bruit et tout, mais il lâche, bien sûr. Il va le faire plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et ce ne sera pas du plein de fois comme la tablette. Parce que la tablette, quand vous faites plein de fois appuyer, ça fait tout le temps exactement la même chose. La vie, c'est pas ça. La pensée, c'est pas ça. La pensée, c'est d'être capable d'élaborer tous les possibles. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va être une autre cuillère, ça va être un autre endroit de la maison. Votre réaction va pas être tout à fait la même. Et pendant ce temps-là, il y a du langage, parce que vous dites « Oh, t'es un coquin, t'as fait ça. Oh, tu m'appelles encore. Oh, c'est pas vrai. » Tout ça. Eh bien ça, la tablette, elle ne le fait pas. Elle ne peut pas varier. C'est ça la richesse du langage. Et ça, si vous ne l'avez pas, si vous ne l'apportez pas, il n'y en a pas. Donc, et puis un jour, l'enfant, il a 8 mois. Et alors là, attention, il vous regarde avant de faire tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il rigole avant. Ça veut dire que cet enfant, on ne le sait pas, hein, mais alors là, attention, l'enfant, ça veut dire qu'il est entré dans un processus d'anticipation. Ça veut dire, vous vous rendez compte, 7 mois, ça veut dire qu'il pense quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Et il est sûr que ça va arriver. Mais il sera sûr que ça va arriver seulement si il a fait plein de fois la même chose, mais pas tout à fait pareil. La même chose vraiment, la même chose un peu différente, etc. On avance 1 an. Que va-t-il faire avec ça? 1 an. C'est la grande période du mettre dedans. Hein? Les trous du radiateur, il va vous enfoncer ça dans le truc où ça va juste rentrer, tout ça. Hein? Donc voilà, il va le mettre en relation avec un autre objet. Il ne faut pas le faire ça avec une tablette. Parce que si vous mettez la tablette dans le truc du radiateur, vous allez l'arrêter avant qu'il finisse son expérience. C'est ça qui n'est pas possible. Et aussi, non, je vais continuer parce que ça va là. Donc, il fait ça. À un moment donné, un peu après 1 an, quand vous êtes en train de cuisiner, lui va faire pareil, en même temps que vous. Ce qu'on appelle chez nous, imitation directe. Vous prenez la cuillère, il prend la cuillère, il fait comme vous. Des fois, il ne fait pas tout à fait le même geste, mais comme ça, il vous imite. Et on rigole, on s'imite, etc. Ensuite, il garde ça dans sa tête et il fait ce qu'on appelle imitation
différé, c'est-à-dire il va le faire dans sa chambre, par exemple, pas au moment où vous le faites. Et puis un jour, au miracle, il a fait tout ça, il a tout expérimenté, dans tous les sens, chez Tata, chez Tonton, dans la salle de bain, partout. Et ça vous rendez pas compte, mais nous, dont c'est le métier, quand on regarde les bébés dans des études et avec des films, etc., l'enfant, il a exactement la même démarche qu'un chercheur. C'est-à-dire, il travaille de façon scientifique. Il fait varier les paramètres un par un. Exemple, même cuillère, autre endroit, cuillère différente. Il cherche tout ça. Si la télé est allumée à ce moment-là, c'est plus fort d'un point de vue neurologique. On y reviendra après. Ça va tout le temps prendre le dessus parce que ça parle à notre cerveau archaïque, si vous voulez. Ça s'appelle le réflexe orientation. C'est ce qui fait qu'on était dans le temps des chasseurs, par exemple. Et que on est attiré par un truc qui bouge, on va aller vers le bruit, ça nous interrompt. Et le bébé, il ne va pas reprendre où il en était. Et il ne le fera peut-être plus. Parce que quand il est trop interrompu, trop souvent, il ne le fait plus au bout d'un moment. Et ça, c'est très embêtant. On revient à notre enfant de 2 ans, j'ai presque fini. 2 ans, que fait-il avec ça? Comment voit-il cet objet? Allez, on n'a pas trop le temps, je ne vais pas faire de suspense. Une guitare, une épée, des lunettes. Vous vous rendez compte que je suis en train de vous dire que ça, c'est une guitare? Et tout le monde peut être d'accord, parce que ça, c'est du langage. Parce qu'à 2 ans, à peu près, quand tout va bien, l'enfant entre dans ce qu'on appelle le symbolisme. Et pourquoi? Pourquoi il se met à parler? Parce que le langage, c'est un symbole d'autre chose. Ça vient en lieu et place de quelque chose. Et le langage, comme on l'attend, c'est-à-dire un langage qui n'est pas un étiquetage, ne peut venir qu'à ce moment-là. C'est-à-dire l'enfant qui peut être créateur de son propre langage et non répéter. Les applis sur tablette, etc., qui vous promettent les chiffres, les couleurs, mettent l'enfant en situation de répéter. Ça ne peut pas être possible, ça n'est pas la même chose. Alors quand c'est un petit peu de temps en temps, pas de problème, mais n'allez pas croire que c'est parce que c'est écrit éducatif que c'est vrai. Ça n'est pas vrai. En tout cas, ça n'apprend pas la promesse qui est sur l'étiquette. On a constaté qu'actuellement, beaucoup d'enfants manquent de sommeil. La nouvelle génération manquait déjà de 2 à 3 heures de sommeil par nuit en 2008. C'était un rapport du Figaro Science. Actuellement, les ados déclarent dormir 5h40 par nuit, alors qu'en fait, ils ont besoin de 9 heures. Oui. Et les adultes, eux, déclarent dormir 7h40. Le témoignage d'une professeure de lycée, qui est très ancienne déjà, me disait « Beaucoup de mes élèves se couchent à 2h du matin. » Et bien sûr, ces élèves, le lendemain, dorment et beaucoup se retrouvent en infirmerie. Les écrans sont aussi mis en cause avec la lumière bleue, et c'est le cas des ordinateurs, parce que cette lumière bleue fait baisser le taux de mélatonine énormément, et c'est l'hormone du sommeil. Il est prouvé que 2 heures d'exposition à l'écran fait baisser de 20% le taux de mélatonine. Alors, c'est une incidence sur un endormissement qui est retardé devant un écran. On n'est pas fatigué, au contraire, on est toujours réactivé, et ça crée aussi des réveils nocturnes. Il y a aussi le problème des téléphones portables que les jeunes emmènent dans leur lit. Et il y a beaucoup de jeunes qui envoient des textos la nuit, qui jouent en réseau, qui se réveillent. Et ce manque de sommeil, il a un impact très fort sur la santé. Retard de croissance, prise de poids, irritabilité, manque de concentration. Mais aussi, il y a une étude récente qui l'a révélé, sachez que les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit ont un système immunitaire qui s'en trouve affaibli. Elles ont 3 fois plus de chances que la moyenne d'attraper un virus.
Donc on ne peut que recommander de dormir suffisamment et de conseiller avec des arguments comme celui-là de ne pas emmener de téléphone dans le lit. Que fait le cerveau la nuit? Parce que le cerveau, dans la journée, il est surexposé par un nombre croissant d'informations et il est souvent en surcharge. Or, la nuit, il s'occupe encore d'autre chose. La nuit, il guérit le corps, il répare les cellules, et au niveau mental, il trie les informations, les émotions, les problèmes, il évacue le stress, il évacue la fatigue, et s'il ne récupère pas la nuit, eh bien cela nuira bien sûr à la concentration en classe, à la mémorisation, à l'analyse, et par conséquent aux résultats scolaires et au comportement. Alors, quand je vais dans les classes pour faire comprendre aux enfants à quel point le sommeil c'est important, je leur dis, écoutez, vous voyez tous vos sacs là, on va les vider au milieu de la classe. Et puis, on va demander à Julie d'aller chercher son stylo rouge. Eh bien, c'est à peu près le travail que le cerveau a à faire quand il n'a pas eu le temps, la nuit, de trier les informations. Et je donne un petit peu l'image des tiroirs. Le cerveau trie dans les tiroirs et il range. Et s'il a suffisamment de temps, tout est en place. Et le lendemain, si on pose une question à l'enfant, il sait répondre, il se souvient de ce que le maître a dit. Mais s'il n'a pas eu ce temps pour faire ce tri, eh bien tout est confus et l'enfant est perdu. Et les retards s'accumulent comme ça de jour en jour. Vous avez parlé aussi bien sûr de la sédentarité. Et là, j'ai le témoignage d'un cardiologue qui était venu pour les 20 ans de notre association. Il dit « La sédentarité tue plus que le tabac ». 40% des 13-17 ans ont une activité physique insuffisante. Les 15-17 ans sont moins actifs que leurs grands-parents de 65-70 ans. Trop de jeunes manquent de sommeil, coucher tardif, jeux en ligne, réseaux sociaux. Et aussi, trop de jeunes mangent mal. Ils grignotent beaucoup, et notamment les aliments gras, sucrés, salés, qui sont promotionnés abondamment par les publicités, vous le savez bien. Et surtout dans les émissions pour enfants. Alors c'est du temps, ce temps d'écran, mais c'est du temps perdu pour le sport, et c'est aussi du temps perdu pour jouer dehors avec les copains. On le sait maintenant, on va dans les villages le dimanche, vous avez certainement remarqué, on ne voit plus d'enfants qui jouent dehors. Même l'été, quand il fait beau, on ne voit plus d'enfants qui jouent dehors. Et les enfants ne jouent plus beaucoup ensemble, sauf à l'école. Les performances sportives ont baissé d'une manière incroyable. Jusqu'en 1990, les élèves de terminale couraient la distance de 1 km en 4 minutes 30. Retenez ce chiffre, 4 minutes 30. En 2010, il leur faut 6 minutes 30. Jusqu'en 2005, les élèves franchissaient 1,50 m de saut en hauteur. Aujourd'hui, le professeur de sport les félicite quand ils sautent 1,30 m. La Fédération nationale de cardiologie a d'ailleurs édité un spot qui est passé 2 fois et qui s'intitulait « Tomber, se faire mal, bien moins dangereux que la télé ». Pourquoi? Eh bien, il y a eu un test sportif qui a été effectué sur les enfants de France. La France est 26e sur 27 au niveau européen pour l'activité physique des adolescents. Trop de vidéos, pas assez de sport. Les ados ont perdu 26% de leur capacité cardiovasculaire. Ils courent moins vite, ils s'essoufflent, le cœur ne tient pas la route. Pourtant, l'activité diminue l'anxiété, ça il faut vraiment en prendre conscience, et renforce les capacités intellectuelles. 30 minutes d'exercice, ça aussi il faut s'en souvenir, et moi j'essaie de le prendre en compte, je l'oublie souvent, mais j'essaie de m'en souvenir, essayer de retenir, c'est très bon. 30 minutes d'exercice physique par jour créent 1004 cellules protectrices qui permettent de diminuer 40% des cancers et des maladies cardiovasculaires. Et c'est Frédéric Salman qui l'a dit à la télévision notamment. Et puis manger devant la télé, ça fait grossir. Et là, je rejoins Elsa par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, parce que devant les écrans, il n'y a pas de sensation de satiété. Au contraire, quand l'attention est fixée sur ce que l'on mange, au bout de 20 minutes, le cerveau envoie un message « je n'ai plus faim ». Si l'attention est retenue par l'image et non par l'aliment, on avale sans mâcher, on ne salive pas bien
et la digestion est insuffisante. Et c'est ça qui fait grossir. Quand on parle de surexposition, donc, on va parler de... Il n'y a pas de recommandation en France, vraiment. Les pédiatres ne s'en sont pas encore vraiment emparés. Il y a un consensus sur le pas d'écran du tout avant 3 ans, ce serait formidable. Normalement, ce serait ça. Donc, on va en parler à la fin. Il y a quelqu'un en France, une psychologue, qui a repris les recommandations de l'Académie américaine de pédiatrie. On vous les exposera tout à la fin. Mais en gros, on pourrait dire que déjà, il faut réfléchir en fonction du temps d'éveil de l'enfant, puisqu'on a vu juste avant, on avait le temps de sommeil. Alors, si on prend un exemple, comme je vois à mon cabinet, là, j'ai pris un enfant vraiment un temps très moyen, là. Parce que moi, je vois des enfants de 4 ans qui ont 6-7 heures d'écran tous les jours, y compris les jours d'école. Ce qui représenterait 80% de leur temps d'éveil. Moi, j'ai à mon cabinet des enfants qui, avant d'arriver à l'école, ont déjà 1 heure, voire 1h30 de télé, ou d'écran en tout. Donc, à un moment donné, il faut calculer, et puis il y a aussi une question de bon sens, si vous voulez. Il faut voir par rapport au temps d'éveil de l'enfant, et puis moi, dans ma préoccupation, il faut voir ce qu'il reste comme temps à l'enfant pour faire autre chose. Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il ne fait plus? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? C'est ça le défi. Donc, quelques chiffres comme ça, juste du calcul. Pour un enfant de 5 ans, donc vous avez un jour d'école, vous voyez que c'est très vite fait, 30 minutes le matin, 30 minutes le midi, 16h30, 19h en rentrant de l'école. Donc ça représente 35% de son temps d'éveil quand il est à l'école. En gros, le reste, c'est l'école, les repas. Les jours sans école, 7 heures, 70% de son temps d'éveil, 10% de temps de jeu libre. Je répète, un enfant, par exemple, ne peut pas construire les mathématiques s'il n'a pas énormément joué avec beaucoup d'objets, de petits objets, s'il ne les a pas triés, ramassés, déplacés, transportés sur lui, etc. C'est là qu'est né le nombre, et ce n'est pas dans les logiciels qu'on vous vend pour répéter des nombres. Vous voyez ? Qu'il y ait des choses intéressantes pour des enfants plus grands, qu'il y ait des supports, une fois que le cerveau est construit, une fois que l'enfant est entré dans ce qu'on appelle une pensée opératoire, qu'il peut par exemple trouver la bonne opération à faire quand il y a un problème. En gros, le seuil c'est CM1, CM2, l'apparition des problèmes dans les mathématiques, des problèmes dans tous les sens du terme. Donc, il faut réfléchir par rapport au temps de veille. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'attention et les performances scolaires? Donc, oui. Donc, d'ailleurs, je voulais juste un chiffre comme ça encore, si on continue là-dessus. Il faut savoir, par exemple, si on calcule 5 heures de télé pendant les vacances, pendant les 2 mois de vacances, ça représente 12 jours pleins de temps d'éveil. Si l'enfant regarde tous les jours la télé pendant ses vacances, il a perdu 12 jours de vacances. Voilà. Alors, où sont mes trucs sur l'attention? Voilà. Alors, pour parler d'attention, pareil, on va faire rapide. Quelle est la différence entre la télé et les écrans et un autre objet? La différence principale, c'est que l'écran, en gros, c'est quelque chose de passif pour la personne, pour le bébé ou le jeune enfant en tout cas. On mettra à part les adolescents et tout ça, parce que là, c'est une autre démarche. C'est encore autre chose avec d'autres supports, etc. Mais en tout cas, ce que ça stimule dans notre cerveau, c'est l'attention dite exogène. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide de faire cette activité, puisque c'est une surstimulation neuronale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un tas d'informations qui arrivent au cerveau tellement que l'enfant est si calme. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est que d'un point de vue neuronal, il est scotché. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on retire l'écran aux enfants surexposés, ils hurlent. Ils ne peuvent plus s'en passer. Parce que le cerveau va toujours rechercher cette surstimulation. Puisqu'elle a été habituée à une surstimulation. Quand vous mettez du calme, l'enfant ne connaît pas, le cerveau le recherche.
si vous voulez, comme c'est le même processus qu'une drogue finalement, même s'il n'y a pas vraiment consensus, parce qu'il n'y a pas d'effet réellement physique en soi, même si par répercussion il y en a, mais l'effet neuronal, c'est celui-là. Alors que, par exemple, nous on nous dit des fois, oh là là, mais c'est les écrans, voilà, ça fait partie de la civilisation. Moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on nous dit, par exemple, les philosophes grecs, ils avaient hyper peur parce que il y avait trop de jeunes qui jouaient aux échecs pendant des journées. On a dit qu'ils allaient s'isoler et tout ça. Sauf que moi j'ai jamais vu un jeu d'échecs qui happe un enfant. C'est l'enfant qui va vers ça. Si vous voulez, il y a quelque chose dit, attention, endogène, c'est-à-dire ça vient de l'individu lui-même. Et c'est là qu'il y a cette notion d'effort. Par exemple, pour lire, pour rester longtemps sur la même activité, pour simplifier à l'extrême, ce qu'on appellerait concentration. Et c'est ça qui est nécessaire pour être à l'école. La concentration, c'est pareil. Ça ne se travaille pas comme une compétence isolée. Ça se construit. À quel âge les enfants peuvent-ils s'inscrire sur Facebook? Qui connaît la réponse? Quel âge? 13 ans. 13 ans, mesdames, 13 ans. Madame Busson, 13 ans. Oui, officiellement c'est 13 ans, mais on sait maintenant que les enfants de 8 ans s'y inscrivent, aidés par cela par des frères ou des sœurs, ou quelquefois des parents. Je vais parler aussi des jeux vidéo actuellement. Vous l'entendez sur toutes les ondes, des promotions pour des jeux vidéo avec les packs complets de jeux. Il y a 2 titres, Call of Duty et GTA. Ce sont des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Et ça n'est pas toujours précisé. Et lors de notre rencontre au CSA, j'ai d'ailleurs demandé, je dis mais comment se fait-il qu'on ait le droit de faire la publicité pour des jeux comme ça? Parce que moi j'ai le témoignage d'une amie institutrice qui m'a dit j'ai un élève dans ma classe, 3 ans, est complètement perturbé, même en milieu d'année où les enfants en général se socialisent, complètement ingérable, d'une violence inouïe. Et après enquête, elle a appris que cet enfant jouait au jeu GTA. J'ai travaillé avec un groupe sur Arras, là, sur une action prévention écran. Les travailleurs sociaux m'ont dit que beaucoup de papas jouent avec leurs petits à ce jeu, avec des enfants de 3-4 ans, et ils se vantent de partager quelque chose avec leurs enfants. Alors là, moi je dis, c'est une véritable maltraitance. Ça s'inscrit vraiment dans la maltraitance. Et je fais des courriers en ce moment, et d'ailleurs il va y avoir une réunion au niveau du commissaire, du défenseur des droits, vers le gouvernement aussi. Il faut absolument que les parents soient avertis, mais avertis précisément, que les avertissements soient efficaces. On doit dire ces jeux-là on n'a pas le droit de laisser un enfant jeune jouer avec ce jeu-là. Mais il faut aussi qu'il y ait des sanctions qui soient dissuasives et qui soient là pour arrêter ça, parce qu'on est en train de démolir des millions d'enfants avec ce genre de jeu. Laurent Bey nous disait que dans ces jeux, et on a vu un extrait d'ailleurs, l'apparition du sang augmente l'agressivité du joueur. Dans ces jeux, le joueur, on voit sa main, et il est récompensé après des actes violents. Donc ça crée une stimulation de plaisir en torturant, en tuant, en faisant souffrir. Et aussi ces jeux présentent aussi une image complètement dégradée de la femme. Voilà, je vous le dis, si vous voulez regarder un extrait sur Internet, vous pouvez le trouver, c'est absolument insupportable, et les enfants de 3 ans jouent à ça, c'est une aberration. Il y a aussi le problème du harcèlement avec les smartphones, et il y a de plus en plus, c'est 12% des enfants qui sont harcelés, 22% qui n'en parlent à personne, 61% qui ont des idées suicidaires. Il y a des enfants qui se suicident. Et là, il y a des campagnes, mais les campagnes, elles ne font pas baisser le taux de harcèlement. Moi, je pense que s'il y avait des campagnes, justement à la télévision, prendre cette initiative, pourquoi pas une télévision qui dit « moi je vais me battre contre le harcèlement », créer un petit spot et montrer et dire « on n'a pas le droit de harceler ». Si on harcèle, d'abord, il faut qu'on soit plus, il faut qu'il y ait une sanction. On ne peut pas continuer de laisser faire ça, parce que finalement, des enfants sont responsables de la mort d'autres enfants. On ne peut pas continuer de laisser faire ça. Oui, monsieur. Je n'ai pas compris harcèlement et le téléphone portable.
C'est parce que le harcèlement, il a toujours un peu existé. Mais maintenant, si vous voulez, quand un enfant, c'est un enfant qui devient tête de turc à l'école, parce qu'il est un petit peu différent, parce que un jeune me disait, si on ne joue pas aux jeux de société, on est exclu. Si on ne va pas sur les réseaux sociaux, on est exclu. Celui qui ne fait pas comme les autres, il est exclu. Et celui-là devient la cible de colibés, de moqueries, de menaces, d'agressions physiques. Et comme ces téléphones portables, eh bien, ils ne sont pas qu'à l'école, ils sont aussi à la maison, ils sont aussi la nuit. Ces enfants-là sont harcelés par une foule d'autres. Et alors ça occasionne des décrochages scolaires, évidemment, des déménagements, mais des souffrances morales qui sont absolument horribles. Hein. Ces enfants sont tout seuls avec une meute violente autour d'eux. Et c'est vraiment un grave problème que ce problème de harcèlement. Effectivement, à l'issue du défi des 10 jours sans écran, moi ce que je fais, c'est que je donne un petit papier blanc aux enfants et je leur dis « écris ton meilleur souvenir du défi ». Et là, on est très étonnés parce que ce que les enfants écrivent surtout, c'est « j'ai joué avec papa, j'ai parlé avec maman, on a fermé la télé, c'était super, on pouvait se parler ». Ou alors j'ai été fière parce que j'ai réussi à me passer d'écran. Ou alors des enfants qui avaient été plus performants dans un entraînement sportif. Mais surtout, ce qui revenait, c'était la relation. J'ai parlé, j'ai joué, j'ai fabriqué quelque chose avec papa, j'ai réparé. Donc c'était leur meilleur souvenir et c'était quelque chose de complètement libre. Alors, on va regarder maintenant... pardon. Oui. Là, je ne vais pas vous le montrer. Ça, ce sont des dessins d'enfants. En haut, qui regardent moins d'1 heure par jour, et en bas, qui regardent plus de 3 heures. C'est une étude scientifique qui a été faite il y a quelques années en Allemagne. Oui, par le professeur Winterstein. Alors voilà, avant 3 ans, pas de télé, hein, pas d'écran, jusqu'à 4 ans, pas plus de 20 minutes par jour, et après, moi je suis les conseils d'un pédopsychiatre belge qui s'appelle Stéphane Terger, et qui dit, c'est facile à retenir, pas plus d'une heure par âge et par semaine. Un enfant de 7 ans, ça ferait 7 heures, ça ferait 1 heure par jour. Un enfant de 14 ans, ça ferait 14 heures, ça ferait 2 heures par jour. Alors bien sûr, c'est une mesure un peu arbitraire, mais au moins on peut se dire, eh bien mon enfant est en deçà de ça, ou alors il est bien au-deçà. C'est pour vous donner un étalon de mesure. Alors nous avons justement créé les 7 trucs chouettes il y a très longtemps. Quand l'enfant est petit, s'il est devant un écran, il faut regarder avec lui, il faut choisir avec lui. Puis plus tard, il faut le laisser choisir, mais en éduquant son choix, son esprit critique, son jugement. Et comme ça, oui, quand vous regardez un journal télévisé ou une chose choquante, ça je vous le recommande. Ne restez pas passif si vous voyez quelque chose de choquant à côté de votre enfant. Parce qu'alors il va penser que c'est normal et que lui qui est petit ne sera pas défendu. Si quelque chose est choquant à côté de vous, il faut que vous réagissiez et c'est comme ça que vous lui apprendrez à se protéger lui-même. Donnez-lui des limites et aussi essayez de lui donner l'exemple. Parce qu'effectivement, si on dit à un enfant, il ne faut pas regarder, il faut regarder moins, si nous-mêmes on est accro aux écrans, ça ne servira à rien. Et puis, essayez d'avoir des émissions que vous aurez enregistrées, qui sont des émissions de qualité et qui permettront qu'à certains moments, votre enfant regarde effectivement un écran et qu'il passe un bon moment récréatif. Voilà, mais surtout des choses que vous aurez jugées à l'avance parce que dans le flot des émissions, il y a quelquefois des choses qui sont très choquantes et qu'on ne peut pas prévoir. Alors, pas de télé avant 3 ans, pas dans la chambre, hein, on l'a dit tout à l'heure, parce que dans la chambre, c'est le sommeil, mais c'est aussi un réveil matinal, trop matinal. Pas avant l'école, pour la même raison. Pas avant de se coucher, parce que le cerveau est réactivé. Pas en mangeant, parce que c'est souvent le moment où on parle, c'est le seul moment où on parle. Et essayer de respecter la signalétique qui est à l'écran. Voilà.